Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne, à la mesure de ma modeste personne. Soyez plus ambitieux, donnez-lui une dimension internationale. Demandez à tous ces chercheurs, appelez même les prix Nobel de la... Je reçois pour les audiences de ce samedi 22 mars 2008 le professeur Jean-Noël Loukou. Il est le secrétaire général adjoint de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe. Ça fait 2 mois seulement que vous êtes là. Oui, que j'ai pris effectivement fonction. Donc, en 2 mois, je n'ai pas envie de vous demander ce que vous avez fait, oui. Mais vous savez pourquoi vous êtes là. Oui. Quelle est l'histoire de la structure que vous dirigez en second ici? C'est ça. La Fondation Houphouët-Boigny a connu 2 périodes. Elle a été créée en 1973 par le président Félix Houphouët-Boigny comme institut de recherche historique et politique. Il s'agissait de créer un centre pour la recherche sur l'histoire du RDA, dont le président Houphouët-Boigny a été le seul président jusqu'à sa mort. Ensuite, à partir de 1997, la Fondation a été instituée comme centre de recherche pour la paix et donc associée à l'UNESCO. Donc depuis environ 10 ans, la Fondation Félix Houphouët-Boigny est un centre de recherche pour la paix en partenariat avec l'UNESCO. Voilà. Et si vous voulez, je vous donne quelques éléments de ses statuts. Contribuer à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix en Afrique et dans le monde, dans l'esprit de l'acte constitutif de l'UNESCO et de la Charte des Nations Unies. Être un centre de réflexion et de recherche sur la paix et contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire des peuples africains et de leur lutte pour la liberté et la justice. Être un lieu d'échange, de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine. Voilà les objectifs des statuts de la Fondation. Au plan de la recherche tout court, Oui. Est-ce que la Fondation a répondu vraiment à ses objectifs précités? Bon, c'est en 10 ans, bon, c'est un peu court pour un centre de recherche. Disons que la Fondation a comme activité des programmes de recherche dans les 2 domaines, la recherche de la paix et les recherches historiques. Il y a aussi comme activité les séminaires, les conférences et les colloques. Et enfin, une activité de formation sous forme de séminaires, etc. Je tiens à rappeler que le secrétaire général de la Fondation, depuis sa création, c'est le professeur Joachim Boni, historien, ancien ministre de la République. Donc, il est indisponible ce matin. C'est pour ça que je suis avec vous. Donc, je vous suggère de prendre contact avec la Fondation pour pouvoir prévoir une autre émission. Il sera plus indiqué pour vous parler de la Fondation depuis ses débuts. Mais pour revenir à votre question, nous avons 2 types de programmes de recherche. Un programme de recherche sur la paix et puis un programme de recherche historique. Le département des recherches sur la paix est dirigé par Dr Kenyeba Doumbia, qui est l'organisatrice de ce séminaire de formation sur les citoyens et la culture de la paix. Moi-même et le professeur Boni, nous nous occupons de l'aspect recherche historique. Si vous voulez, je peux vous donner les grands programmes qui sont en cours. Il y a un programme sur colonisation, lutte de libération nationale et décolonisation. Dans ce grand programme, nous avons un thème sur l'histoire du Rassemblement démocratique africain, RDA. Ses origines, ses différentes sections, dont le PDCI et son action historique. Nous avons un grand programme sur Félix Houphouët-Boigny, un homme d'État du XXe siècle. Étude de ses écrits, de sa pensée politique, et puis un thème sur le souvenir et l'image de Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et dans le monde. Comment la mémoire collective, comment on perçoit l'action historique de Félix Houphouët-Boigny. Et puis un grand programme sur l'État africain contemporain.
mutation politique, institutionnelle, dynamique culturelle, le problème des conflits en Afrique, l'Afrique dans le système international. Ça, c'est pour les recherches historiques. Concernant les recherches sur la paix, nous avons des études en cours sur le manuel scolaire dans les pays en conflit, l'éducation à la citoyenneté, l'architecture scolaire et l'éducation de la paix, les perspectives, la perception des crises sociopolitiques. Tous ces aspects-là seront progressivement mis en œuvre. Nous travaillons avec des chercheurs permanents qui sont à l'Institut, qui ne sont pas nombreux, et avec des chercheurs associés. J'allais y arriver parce que on a vu à la faveur du séminaire sur le citoyen et la culture de la paix que vous appuyez beaucoup sur les professeurs, oui, soit d'université ou tout à fait. C'est-à-dire que selon le type d'activité que nous menons, nous faisons appel aux personnes ressources. Par exemple, ce séminaire, c'est un séminaire sur la culture de la paix. Nous avons fait appel à la chaire UNESCO, dirigée par le professeur Lézou Gérard. Donc il y a lui, il y a M. Passiao qui sont venus également de cette chaire-là. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Je pense que c'est comme ça d'ailleurs la plupart des centres de recherche. Vous avez des chercheurs qui appartiennent au centre, vous avez des chercheurs associés, vous avez des chercheurs aussi que vous associez pour un type de programme bien particulier. C'est ce qui se fait. Et dans le cas ici d'un séminaire de formation, on a fait appel à justement différents professeurs qui ont donné des conférences inaugurales, qui participent aux tables rondes, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, quand on parle de la fondation de Yamoussoukro, oui, ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est le colloque sur la paix dans l'esprit des hommes. Tout à fait. Et on a envie de dire que depuis, il n'y a plus rien, disons en interne. Oui. C'est vrai que la Fondation continue d'abriter de grands séminaires, de grandes conférences, de grands colloques. Oui. Et au niveau interne, on ne sent pas la Fondation. Oui. Bon, il y a eu d'autres colloques après ça. Il y a eu un colloque sur la femme et la culture démocratique. Il y a eu d'autres colloques. Mais vous savez quelle est la situation de notre pays depuis 2002. Vous savez que certains pays étrangers ont interdit la destination Côte d'Ivoire à leurs ressortissants. Vous avez vu que pour le présent séminaire, on n'a eu qu'une seule personne venue de l'étranger, c'est la Suisse, Madame Morin, un journaliste suisse. Il y a aussi ces questions-là. Donc je pense que maintenant que le pays retrouve sa normalité progressivement, on pourra également mener les activités de notre mission. Alors, pour revenir au séminaire de Yamoussoukro, le séminaire sur la culture de la paix, tout à fait. Est-ce que ce séminaire aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la crise? Oui, puisque une des missions de la Fondation, c'est justement la recherche, l'éducation à la paix. Donc même s'il n'y avait pas eu la crise ivoirienne, il y aurait eu ce séminaire-là. Parce que je pense que la culture de la paix est liée à la démocratie. Les deux, il y a une relation dialectique. La culture de la paix permet un meilleur exercice de la démocratie en apaisant les conflits, en éduquant les citoyens à la gestion non violente des conflits. Et de la même façon qu'un régime démocratique permet justement d'instaurer une vraie paix. Donc c'est lié. Même si nous n'avions pas eu notre crise, la Fondation aurait eu des séminaires et des rencontres scientifiques sur ce thème-là. Je ne sais pas si c'est la médiatisation qui nous fait penser cela, oui. Mais on a l'impression que c'est véritablement maintenant que la Fondation porte ses habits. Oui, c'est-à-dire qu'on préférait lancer nos programmes, commencer à avoir des résultats avant de faire de la médiatisation à outrance. On aura bientôt nos revues qui vont paraître à la fin de cette année et donc on pourra suivre un petit peu les activités. Déjà, nous avons un site internet sur lequel on peut avoir un certain nombre d'informations concernant la Fondation. À l'ouverture du colloque, du séminaire sur la culture de la paix, oui. Vous avez longuement insisté sur la notion de citoyen. Tout à fait. Qu'est-ce que les Ivoiriens devaient comprendre à travers cette insistance? Oui, parce que je pense qu'il y a un problème de citoyenneté qui se pose en Côte d'Ivoire.
de redéfinition de la citoyenneté qui peut expliquer, c'est mon point de vue, d'une certaine façon, la crise que nous avons vécue. La citoyenneté en Côte d'Ivoire, je pourrais dire qu'il y a eu des métamorphoses de la citoyenneté. Sous la période coloniale, vous saviez que les indigènes, on n'était pas citoyens, on était des sujets qui payaient l'impôt et qui obéissaient à des fonctionnaires européens. C'est seulement à partir de 1946 que les indigènes que nos parents étaient ont pu avoir la citoyenneté. Ensuite, nous sommes devenus indépendants à partir de 1960. On pourrait parler en quelque sorte d'une citoyenneté un petit peu cosmopolite, dans la mesure où il y a des citoyens, certains émigrés, qui n'avaient pas la nationalité, mais qui avaient tous les droits de la citoyenneté. Le droit d'être, de voter, le droit de posséder des terres, etc. Bon. Et il y avait ce qu'on appelait le droit du sol. Vous étiez, quand un enfant était né en Côte d'Ivoire, à sa majorité, il devenait, sauf s'il y renonçait, il devenait ivoirien. Donc, et puis à partir du retour au multipartisme, les partis d'opposition d'alors ont contesté cette situation. Donc on en est revenu à les droits de citoyens pour les seuls nationaux ivoiriens. On est toujours dans cette situation-là, comme vous savez. Mais la citoyenneté aussi est évolutive. On parle déjà d'une citoyenneté CEDEAO. Pourquoi pas demain une citoyenneté des pays membres de l'Union africaine? Donc c'est pour ça que la réflexion sur la citoyenneté est une réflexion d'actualité. Et qu'il y ait la liaison avec la culture de la paix, puisque nous avons vu que certains citoyens, au motif qu'ils ont été frustrés ou bien privés de leurs droits, ont cru devoir s'exprimer autrement pour reconquérir ces droits-là. Donc, culture de la paix et citoyenneté aussi sont liés. Alors, les deux vont ensemble, mais si l'Ivoirien n'a pas compris que les deux vont ensemble, qui a failli? Ce sont, j'allais dire, les professeurs que vous êtes, qui n'avaient pas longuement insisté, longuement expliqué à vos compatriotes ces notions importantes. Est-ce que les professeurs, les enseignants ou les chercheurs, à un moment donné de la vie ivoirienne, n'ont pas failli? Bon, je pense qu'il ne faut pas accabler les enseignants ivoiriens. Il y a des éléments qui ne relèvent pas de leur responsabilité. La définition de la citoyenneté, c'est un caractère juridique et ce ne sont pas les professeurs qui font les lois. Ce sont les députés qui sont les élus du peuple qui représentent. Donc, s'il y a eu une faillite, ce que vous appelez faillite, ça a été une faillite collective. Donc, on doit tous assumer cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que ce genre de réflexion, de rencontre, on doit faire le point. Qu'est-ce que nous entendons par la citoyenneté ivoirienne? Quelles sont les qualités requises pour se dire pleinement citoyen ivoirien? Est-ce qu'il faut réviser nos textes constitutionnels? Est-ce qu'il faut faire une nouvelle constitution? Est-ce qu'il faut revoir nos textes électoraux et tout ceci? Donc, moi, je pense que c'est une question collective qui interpelle tous les Ivoiriens et pas seulement les enseignants. Et le professeur, justement, Wangui vous a, enfin le professeur Wangui, le professeur Lezou vous a emboîté le pas en parlant d'un citoyen nouveau. C'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il faut un citoyen nouveau, non seulement conscient de ses droits, mais aussi conscient de ses devoirs, qui respecte le civisme, qui respecte la civilité, qui respecte la solidarité. Donc je pense qu'effectivement, il faut un citoyen ivoirien nouveau. Est-ce que 2 jours pourraient permettre à ceux qui ont participé à ce séminaire d'être investis de cette mission, de devenir un citoyen nouveau? Oui, je pense que 2 jours ne suffiraient pas, mais ce n'est que le début du travail qui doit se poursuivre par d'autres séminaires de formation, par d'autres rencontres, etc. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir cette culture de paix dont vous parlez tant? Non. Je pense que
pour qu'elle soit bien enracinée, il faut commencer dès le plus bas âge. C'est pour ça que les lieux pour apprendre cette culture de la paix, la famille en tant que cellule de base a également un rôle important à jouer. Et puis bien sûr l'école, dans toutes ses composantes. Et puis vous aussi, les médias, vous avez un grand rôle à jouer dans la prise de conscience individuelle et collective sur ces questions-là. Quand on regarde un peu la grisaille politique, on sent petit à petit le retour de cette paix-là, oui, depuis bien sûr l'accord de Ouagadougou. Tout à fait. Les Ivoiriens, pour une fois, ont tous épousé un peu cet accord. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Ivoirien reste dans cette dynamique? C'est que l'Ivoirien croit d'abord à cet accord et que tous œuvrent pour l'application effective de cet accord-là pour pouvoir arriver effectivement à cette sortie de crise. Tant que nous sommes dans cette situation exceptionnelle, on ne peut pas vivre une véritable culture de la paix, on ne peut pas mener une activité politique, institutionnelle normale. Et donc on ne peut pas vivre dans une démocratie. Donc c'est un enjeu très important. On pense que la démocratie, comme disait Churchill, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Donc si nous voulons créer véritablement une démocratie, qui est le meilleur régime pour faire cohabiter plusieurs groupes, plusieurs ethnies, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, il faut que nous travaillions à cela, que nous croyions aux principes, aux valeurs de la démocratie, que nous nous comportions en citoyens démocrates pour qu'effectivement notre pays retrouve un aspect normal, si je peux m'exprimer ainsi. Ayam Soko, vers la fin de votre intervention, vous avez affiché un optimisme. Tout à fait. Sur quoi vous vous fondez? Tout à fait. Moi, du point de vue, je suis historien et j'ai comme grand maître, un des grands maîtres, le professeur Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire, j'adhère à sa philosophie et de ses idées. Il dit que, vous voyez, ce qui a permis aux Africains de traverser toutes les catastrophes de leur histoire, c'est parce qu'ils ont un optimisme indécrottable, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que l'optimisme est positif, alors que le pessimisme inhibe l'action. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une pensée positive et être optimiste. Ça permet d'aller de l'avant, ça permet d'être créateur, ça permet de surmonter les situations difficiles. Bref, ça permet de faire face à toutes les situations. Oui, mais professeur, on peut être optimiste sans être réaliste. Oui, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien d'être optimiste. Parce que si on cultive le pessimisme, si on broie du noir tout le temps, si on se dit que ça ne va jamais aller, mais effectivement, si on est dans cette disposition d'esprit, ben, ça n'ira jamais. Mais si on se dit, notre pays a connu une rupture, a connu une situation difficile comme il en arrive à toutes les nations, et en particulier aux jeunes nations, mais nous n'allons pas nous éterniser dans cette situation-là. Il faut qu'on trouve les solutions, et ce sont essentiellement des solutions politiques, pour que nous retrouvions la normalité et que nous continuions la marche en avant dans la construction de notre nation. Est-ce que le séminaire de Ayam Soko a répondu à vos attentes? Oui, largement. Les principaux objectifs ont été atteints. Et si j'en juge par la participation enthousiaste des séminaristes, on peut dire que les principaux objectifs ont été atteints. Le sentiment général qui se dégage, c'est qu'on a eu effectivement des débats libres, fructueux et enrichissants. Au plan de résolution? Oui, et comme tout le monde le souhaite, il ne faudrait pas que ça soit comme les autres colloques et séminaires qui ne donnent pas de suite. On va terminer, oui. On va revenir à la Fondation pour terminer cet entretien. Tout à fait. La suite, les perspectives après ce séminaire pour la Fondation? Alors nous aurons d'autres séminaires, d'autres colloques et nous allons réaliser progressivement nos programmes de recherche. Et puis comme je vous l'ai dit, à partir de la fin de cette année, nous aurons une revue académique
pour la recherche sur la paix qui va s'intituler Dialogue et paix. Donc, pour poursuivre justement la réflexion sur ces questions. Quand je jette un coup d'œil sur votre plaquette, je vois que la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est liée à l'UNESCO par la signature d'un contrat de coopération. Alors, ce que l'Ivoirien veut de savoir aujourd'hui, si ce n'est pas trop vous demander, qui finance la Fondation? C'est l'UNESCO, c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est qui? Oui, la Fondation a une subvention pour le fonctionnement, l'entretien de ses locaux de la part de la République de Côte d'Ivoire. Avec l'UNESCO, c'est un partenariat, notamment pour la gestion du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Sinon, ce sont les Ivoiriens qui s'occupent de leur fondation. À présent, en tout cas. Parce que les Ivoiriens pensaient à un moment donné que c'est l'UNESCO qui gérait au plan financier cette fondation. Non. Il y a le président Félix Houphouët-Boigny qui a fait un don qui a été placé, dont les intérêts servent à financer le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Vous savez que celui qui est lauréat, il ne reçoit pas seulement un diplôme, mais aussi une enveloppe. Professeur, j'étais très heureux de vous avoir reçu à ces audiences du samedi, mais je voulais quand même, avant de nous séparer, que vous vous adressez aux Ivoiriens. Qu'est-ce que vous souhaitez, par exemple, que l'Ivoirien retienne de notre entretien? Que la paix est proche et que ce qui a fait la spécificité des Ivoiriens pendant 40 ans, leur marque de fabrique en quelque sorte, c'était la paix. Certains même disaient que c'était la seconde religion des Ivoiriens. Il faut que nous retrouvions ce climat de paix pour que nous puissions poursuivre la construction de notre nation. Et je pense que fondamentalement, les Ivoiriens sont des citoyens pacifiques. On a raconté beaucoup de choses sur les Ivoiriens, mais tous ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous connaissent, savent que l'Ivoirien est pacifique. Et je pense qu'il faut que nous continuions dans cette voie-là, que nous retrouvions la paix, que nous retrouvions ce qui fait une de nos caractéristiques principales et que nous continuions le développement que nous avions si bien amorcé. Professeur, je vous remercie. Merci bien, monsieur. Je réserve la fondation qui porte mon nom. Je veux que vous lui donniez une dimension non pas ivoirienne à la